La France et ses partenaires européens annoncent le retrait des forces armées au Mali. Ils souhaitent étendre leur soutien aux pays du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest. Bien que la Russie ait annoncé le retrait partiel de ses forces armées près de l'Ukraine, le spectre d'un conflit continue de planer sur l'Europe. Au Brésil, le bilan s'alourdit à Petrópolis, près de Rio de Janeiro. Après des pluies torrentielles, des coulées de boue ont fait des dizaines de morts et disparus. Restrictions sanitaires allégées en France et aux Pays-Bas, le vaccin dès l'âge de 5 ans au Royaume-Uni. On fait le point sur le Covid en Europe. Le film espagnol Alcaraz de Carla Simón remporte l'Ours d'Or à la Berlinale. C'est à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles qu'Emmanuel Macron a rencontré des dirigeants des deux unions. La France et ses partenaires européens ont annoncé le retrait de leurs forces armées au Mali. Cela met fin à une mission de 9 ans dans le pays. Environ 2400 hommes y sont actuellement déployés. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués au Sahel, dont 48 au Mali. Paris a l'intention de maintenir ses opérations militaires dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour les aider à contrer la propagation du djihadisme près du golfe de Guinée. Les tensions se sont accrues entre le Mali, ses pays voisins et l'Union européenne. La France, ancienne puissance coloniale, a initialement déployé ses troupes en 2013 pour repousser l'avancée des combattants djihadistes. Mais malgré des victoires tactiques, le terrain n'a jamais été véritablement repris par l'État malien et ses forces armées. Avant le sommet Union européenne-Afrique, Bruxelles a lancé une opération de charme suite aux critiques du maintien de l'ancien modèle colonial dans lequel les Africains sont seulement des exportateurs de matières premières. La présidente de la Commission européenne a promis que l'Europe mobiliserait 150 milliards d'euros au cours des prochaines années afin d'aider les infrastructures africaines à se développer. Le ballet diplomatique des Occidentaux auprès du Kremlin se poursuit. Il se prépare à infliger de nouvelles sanctions en cas d'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Bien que les craintes d'une invasion imminente semblent s'être apaisées, elles n'ont pas disparu. Selon Washington, 7000 militaires supplémentaires ont été envoyés à la frontière de l'Ukraine, alors que Moscou avait annoncé un retrait partiel de ses forces. Ces 2 derniers jours, la Russie a montré qu'elle pouvait être ouverte à la diplomatie. Et nous exhortons la Russie à prendre des mesures concrètes vers la désescalade. Car c'est la condition d'un dialogue politique sincère. Nous ne pouvons pas éternellement tenter la diplomatie d'un côté et de l'autre rassembler des troupes armées. Mercredi soir, les eurodéputés ont approuvé un nouveau prêt à l'Ukraine de plus d'1 milliard d'euros pour aider le pays menacé par un nouveau conflit avec la Russie et avec une situation économique affaiblie en raison de la crise sanitaire. En Ukraine, le président a profité du 16 février proclamé journée d'unité nationale pour galvaniser le moral de la population au cas où les chars russes commenceraient à entrer dans le pays. Nous n'avons pas peur. Quoi qu'il en soit, nous n'avons peur d'aucun peuple, d'aucun ennemi. Nous n'avons peur d'aucune date. Nous nous défendrons aussi bien le 16 février que le 17, et en mars, et en avril, et en septembre, et en décembre. Peu importe le jour et le mois. Malgré l'incrédulité occidentale, la Russie affirme avoir retiré certaines de ses troupes. Ces images publiées par son ministère de la Défense montrent des manœuvres d'entraînement conjointes avec des unités bélarusses. C'est tout un pan de la colline qui s'est affaissé à Petrópolis, dans le sud-est du Brésil. Un glissement de terrain impressionnant et meurtrier qui a eu lieu mardi après des pluies torrentielles. Depuis, au fil des heures, le bilan n'a cessé de s'alourdir. Au moins 94 personnes sont mortes et 35 portées disparues.
La ville touristique située près de Rio de Janeiro a été frappée par des précipitations jamais vues depuis près d'un siècle. Ces intempéries associées à une urbanisation sauvage ont favorisé inondations et coulées de boue dévastatrices. Des dizaines d'habitations précaires construites à flanc de collines ont été englouties. La mairie de Petropolis a décrété l'état de calamité et un deuil de 3 jours. Le gouvernement a mis en garde contre un risque très élevé de nouveaux glissements de terrain en raison de nouveaux épisodes pluvieux. Encore un peu plus de liberté. En France, les boîtes de nuit ont rouvert à nouveau ce mercredi. L'entrée est soumise au pass vaccinal et le port du masque est recommandé, mais plus obligatoire. Après 2 mois de fermeture, c'est un soulagement pour le monde de la nuit, mais les propriétaires des clubs restent prudents. On ne sait pas si les affaires vont être rentables encore. Donc on va essayer, c'est un grand test. Nous on est ouvert pendant 10 jours consécutifs et si on voit qu'on ne rentre pas dans nos chiffres, il va falloir qu'on referme. On a perdu de l'argent pendant 16 mois, on ne peut pas continuer encore à perdre de l'argent. Même vent de liberté aux Pays-Bas. Dès ce vendredi, les clubs et les bars pourront rouvrir jusqu'à 1h du matin et les masques n'y seront plus nécessaires. Toutes les limites d'heures d'ouverture seront levées le 25 février. Un retour presque à la normale qui réjouit les professionnels du secteur. Nous sommes si heureux d'ouvrir à nouveau. Tout le monde est sur le pont pour organiser une grande fête. Si tout le monde s'y met, on va réussir. Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination contre le Covid sera ouverte dès le mois d'avril aux enfants de 5 à 11 ans. Des annonces similaires du pays de Galles et de l'Écosse ont été faites cette semaine. Selon le ministre britannique de la Santé, ce programme a pour objectif d'accroître la protection contre de potentielles prochaines vagues de Covid-19. Comment vacciner les Africains contre le coronavirus? Les sociétés Pfizer et BioNTech veulent permettre la fabrication sur place des doses nécessaires avec des mini-laboratoires constitués de 12 conteneurs venus d'Allemagne. Une partie produit l'ARN messager, l'autre le sérum, avant d'être mis en fiole par des partenaires locaux. Le Rwanda et le Sénégal seront les premiers pays à recevoir ces conteneurs. Les unités de fabrication seront opérationnelles dans quelques mois. Pour 116 pays, l'objectif de 70% de population vaccinée d'ici le milieu de l'année pourrait ne pas être atteint. Mais nous devons y répondre. C'est pourquoi il est indispensable d'augmenter la production locale. Ce système permettra d'accélérer considérablement la fabrication sur place, commencée seulement en Afrique du Sud. Environ 10% de la population africaine est vaccinée contre le coronavirus. Un film espagnol, Alcaraz, a eu les faveurs du jury de la Berlinale, présidé par le réalisateur américain M. Night Shyamalan. Le long métrage de la réalisatrice Carla Simón a décroché l'Ours d'Or dans un palmarès où les femmes se sont taillées la part du lion. Parmi les jurés, l'actrice danoise Connie Nielsen souligne la richesse des films en compétition. Il y avait un choix de films impressionnant, c'était très inclusif à l'image du jury. De nombreux points de vue étaient représentés, c'était un véritable honneur de faire partie de ce jury, dit-elle. Le film de Carla Simón dépeint les difficultés d'une famille d'agriculteurs catalans bousculés par la modernité. La réalisatrice de 35 ans a dédié son prix à ceux qui cultivent chaque jour leur terre pour remplir nos assiettes. Le film, tourné avec des acteurs non professionnels, se déroule le temps d'un été dans un coin de Catalogne. Il suit la famille Solé, producteur de pêche depuis 3 générations sur les terres de riches propriétaires qui décident de déraciner les arbres pour installer des panneaux solaires. À noter également le prix d'interprétation remporté par l'actrice allemande Meltem Kaptan pour son rôle dans Rabier Kurnaz versus George W. Bush, où elle interprète le combat d'une mère turque dont le fils a été incarcéré sans acte d'accusation à Guantanamo. Le film, tiré d'une histoire vraie, a également reçu l'Ours d'argent du meilleur scénario. Und was heißt Rabier Kurnaz vs. George W. Bush? Ja, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja, du.
La Berlinale 2022 est un succès et a pu se dérouler dans des conditions presque normales. La compétition était particulièrement relevée cette année et le jury a choisi des films venus du monde entier, engagés artistiquement et politiquement, montrant la diversité mais aussi l'adversité du monde contemporain. À Berlin, Frédéric Ponsard pour Euronews.